Donc, bonjour et bienvenue à votre première séance de DND 101, Introduction à Donjons et Dragons. Je fais cet enregistrement-là pour mes joueurs pour leur première campagne et ma première campagne d'ailleurs en tant que Dungeon Master. Mais si vous n'êtes pas mes joueurs, bienvenue quand même et je vais quand même vous introduire au jeu. Ma première campagne s'intitule La Légion Noire et avant de commencer, en commençant, nous allons poser la question: c'est quoi Donjons et Dragons? Ben, la réponse est un petit peu évidente. Donjons et Dragons, c'est un jeu pour les nerds. C'est pour les nerds. C'est un jeu pour les intellos qui se font foutre dans leurs casiers et qui sont embarrés là par d'autres étudiants qui sont plus grands et plus gros qu'eux et qui jouent probablement au football. Ça, c'est Donjons et Dragons. Et la chose qui est intéressante, c'est que oui, c'est un jeu pour les nerds, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vit dans une nouvelle ère. On vit dans une ère où est-ce que tout le monde est un nerd. Tout le monde aime des choses qui sont nerdy, qui t'auraient fait foutre dans un placard, dans un casier avant, genre, mettons, il y a 20-30 ans. Et c'est comme la beauté de l'ère moderne. Mais on doit aussi poser la question, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on voudrait jouer à Donjons et Dragons? Pourquoi est-ce qu'on voudrait jouer à un tel jeu? Parce que, mettons, le nerd moderne, il y a tout ce qu'il voudrait. Il y a son Power Station, comme RBG, PC, avec comment toutes les. Genre qui roule, genre un Titan, genre Nvidia, GeForce, whatever. Puis sur un écran, il y a comme des animés, genre du hentai, whatever the fuck, qui roule à 4K, comme sur un écran. Sinon, il est en train de jouer à Witcher comme à 120 Hz, comme en 4K devant lui, puis sur son autre écran, il y a comme des mimes, stimulation constante, gratification, genre instantanée constante. Puis c'est un petit peu pour ça que genre les jeux comme Donjons et Dragons sont comme en train d'avoir une renaissance. Ils sont en train d'avoir une renaissance parce que de plus en plus, comme on a la gratification instantanée, on a comme genre tout ce qu'on voudrait à ce niveau-là. Puis parfois, c'est comme important de retourner à quelque chose de plus simple, quelque chose de social, quelque chose qui nous ramène ensemble, quelque chose qui stimule non seulement quelque chose qui, dans le fond, qui stimule notre imagination, où est-ce qu'on est capable de pas juste comme recevoir des choses, mais aussi comme d'imaginer, puis de mettre notre propre input dans ce qu'on fait. Et donc, nous allons devoir retourner à une différente ère. Une ère beaucoup plus simple. La question, dans le fond, c'est qu'est-ce que les nerds faisaient avant avant comme les jeux vidéo, genre tout ça, les animes, tout ça, qui est venu comme dans les fin 90 à peu près, là, dépendamment. Ben, ils jouaient à des jeux tabletop avant que tu pouvais jouer comme à League of Legends, peu importe, peu importe quel jeu vidéo, comme c'est ça, StarCraft, ben, les gens, comme, ils jouaient à des choses comme Warhammer. Les boomers, si vous voulez, les boomer nerds, comme, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils achetaient des petites figurines, puis ils peinturaient eux-mêmes, puis c'était ça, ça faisait partie du hobby, puis à ça, ils réunissaient une gang de good old chums, puis ils jouaient ensemble une bonne game de Warhammer en personne, puis c'était social, puis c'était hot, puis c'était incroyable. Et dans le même sens, c'est un petit peu ça, Donjons Dragons. Avant qu'il y avait les MMORPG, les Black Desert Online, où est-ce que genre, tu peux comme designer ton personnage, genre tous les effets d'explosion, tout ça. Avant tout ça, il y avait le Boomer Dungeons and Dragons. Parce que genre, à la place de comme jouer un orc comme sur ton PC, comme à 4K, ben tu te réunissais une coupe de buddies, puis toi-même tu créais ton propre univers, tu créais ton propre Azeroth, puis pognais une petite bière, puis t'avais du fun. C'est là qu'on va essayer de revenir, qu'on va essayer de retourner. Donc, c'est quoi à l'essence Donjons et Dragons? C'est quoi ce jeu-là? Donc, Donjons et Dragons, c'est essentiellement un film.
un univers, une histoire. C'est une histoire collaborative. Où est-ce que vous êtes les acteurs et vous jouez un personnage qui est votre joueur, qui est votre... excuse-moi, vous êtes... non, excuse-moi, vous avez joué un personnage qui est de votre propre création. Et donc, ce personnage de votre propre création, il vit dans un univers. Et cet univers-là, ça va être moi, le DM. Moi, en tant que DM, je suis réalisateur et scénariste du monde alentour de vos personnages. Et c'est moi qui vais jouer les non-player characters, les NPC, et également les n'importe quoi, les monstres et tout ça. Et vous, les player characters, vous allez jouer votre personnage. Et la question c'est, ben ok, mais c'est quoi? C'est de l'impro? Comment est-ce qu'on joue le personnage? C'est de l'impro à un certain niveau, mais un petit peu avec de... Boomer. Pas de boomer. Ouais, c'est avec de l'aide. Fait que si vous n'avez pas votre character sheet, dans le fond, Donjon Dragon, vous allez avoir une feuille avec toutes les stats de votre personnage. Vous pouvez demander à votre DM, sinon vous pouvez la créer vous-même. Moi, je l'ai créé pour mes joueurs, puis en théorie, ils devraient l'avoir devant eux. Donc, mettons que quand on essaie de faire n'importe quoi dans le jeu de Donjon Dragon, que ce soit comme mon personnage, jeu qui, peu importe, qui fasse un backflip, ben, si ton personnage c'est un orc qui pèse 300 livres, puis c'est ben, ton personnage, il est pas super acrobatique, le boy. Puis c'est là qu'on rentre comme ici. Tous les talents de ton personnage. Ton personnage, il va rouler. Aussitôt qu'il essaie de faire une action qui a une chance d'échouer, tu vas te faire demander par ton Dungeon Master de rouler un D20. Et le Dungeon Master, il a toujours un paravent devant lui, il va cacher ses affaires, il va décider un chiffre. Il va avoir un chiffre comme le Dungeon Master va penser dans sa tête. Ouais, qui est ton orc? Ben, c'est un gros, puis il n'est pas super d'agilité. Ok, fait que. Mettons, il va peut-être décider que le chiffre est quand même haut. Il va peut-être décider que c'est 15. Ok, fait que tu as besoin d'avoir 15 et plus haut pour que ton personnage réussisse à faire un flip. Puis ici, genre, quand tu regardes ici ton character sheet, dans le fond, tu vas peut-être avoir un modifier, tu vas peut-être avoir un plus 1, un plus 3, ou tu vas même peut-être avoir un négatif. Genre, mettons, l'orc, il y a un moins 1. Fait que, il y a un moins 1. Fait que quand il va rouler, on va appeler. Là, il y a eu 16. Fait qu'il y a eu. Dans le fond, en réalité, vu qu'il y a moins 1, il y a eu 15. Je roule en passant le dé, je sais pas si tu as remarqué. Puis, vu qu'il y a eu 15, dans le fond, il a été chanceux, puis son personnage, son gros tas de personnage obèse, il a réussi à faire un flip miraculeusement. Par contre, il ne faut pas garder en tête que c'est parce que j'ai un 20 que je suis capable de faire n'importe quoi, je suis capable de briser le loi de la physique. Comme, mettons, ton personnage essaie de frapper le mur, puis de créer un trou noir avec la force de son poing. C'est pas parce que tu roules une réussite critique, qui est un 20, que tu vas nécessairement réussir. La manière de voir ça, c'est quand tu roules un 20, là, ton personnage va exécuter l'action la meilleure, genre le meilleur outcome que ça aurait pu avoir. Comme, même si je suis tellement chanceux puis je frappe le mur comme aussi fort que j'aurais pu le frapper. Genre, dans toutes les fois où j'ai frappé un mur dans ma vie, ça c'était le plus fort, puis c'est le plus fort que je pourrais genre théoriquement frapper un mur. C'est ça, rouler un 20. Tu ne vas pas briser le loi de la physique juste parce que tu as bien roulé. Puis, comme je dis, ça, c'est les skills, c'est pour les actions. Mais c'est très généralisé, ce que je suis en train de me dire, parce que c'est pas toujours vrai. Mettons, une des exceptions comme assez importantes, c'est perception. Comme, mettons, comme en toute ta gang, vous êtes dans un village, et votre DM vous demande de rouler un perception check, puis vous ça, c'est ce qui est toujours un très bon signe. Mettons que vous roulez comme là j'ai roulé un 15, ben mon personnage il va voir la chose, il va être capable de percevoir la chose qui s'en vient. Tandis que eux qui vont rouler plus bas, genre plus bas que le chiffre désigné par le DM, ils vont pas le voir venir. Et parlons de réaction.
comme je dis, il y a des exceptions, mais en général, euh, qu'est-ce qui est sur votre fiche appelée Saving Throws, ça va être qu'est-ce qui va être important ici. Pour n'importe quelle réaction. Comme mettons, il y a un piège sous vos pieds. Ben, votre DM va peut-être vous demander comme ok, ben tout le monde, roulez-moi un saving throw. Ah, j'ai roulé un 15, mais j'ai moins 1 de dextérité. Fait que, dépendamment du chiffre du DM, vu que j'ai un moins 1, j'ai 14, dépendamment du chiffre du DM, je pourrais l'éviter ou je pourrais pas l'éviter. C'est un bon piège, je vais pas l'éviter, mais j'ai quand même, tu sais, 15, genre, techniquement 14, c'est pas mauvais. Genre, j'ai bien roulé. Fait que ça se peut que je l'évite quand même. Euh, oui. Donc, une grosse partie de euh, Donjons Dragon, c'est le combat. C'est certainement pas la plus grosse partie, mais je dirais que c'est techniquement, genre, un niveau technique la plus compliquée. Donc, on se concentre 3 secondes. Mais regardez ça super simple. Donc, n'importe qui, si tu as joué à un jeu vidéo, même si tu n'as jamais joué à un jeu vidéo, tu devrais être familier avec le concept de points de vie. Mettons, dans ce cas-là, ton personnage a 13 points de vie. Mais s'il tombe à 0, il meurt. C'est pas exactement le même dans un jeu de dragon, mais c'est proche. Quand tu tombes à 0 point de vie, t'es mort, mettons. Puis, comment est-ce on rend quelque chose à 0 point de vie? Des attaques, right? Donc, ici, ton personnage a ses attaques. Toutes les attaques qu'il peut faire. Que ce soit comme genre un spell, ou que ce soit, genre, mettons, un arme. C'est les attaques qu'il peut faire. Et ça va te dire ici damage type, ça va te dire euh, le sort de dommage qu'il peut faire. Excuse-moi, ouais, c'est ça dans le fond. Mais mettons comme j'ai un D8 healing. Là, ben, c'est pas toutes des attaques, là, comme j'ai dit. Mais genre, mettons healing. Mettons, genre, j'ai un ami qui ça va pas bien son affaire. Ben, ok. Ben, je peux rouler un D8. Mettons, je sors mon D8. Que je vais fournir à mes joueurs pour ça. Ça se peut que votre DM soit pas aussi gentil que moi. Dans le fond, je roule mon D8 et mettons je roule un 6. Ben, ok, ben mon personnage, mon ami que j'essaie de sauver, il a gagné 6 points de vie. Ça devrait être genre. Ça va pas être super compliqué. Mais mettons je veux attaquer. Quelque chose, un ennemi. Mon ami, si vous êtes vraiment, vraiment. Ouais. Ben, je vais peut-être prendre mon javelin. Puis mon javelin fait 1 D6 plus 2 de dommages. Donc, je roule mon D6. D6, c'est un D normal que vous tous connaissez. Je roule, j'ai 2. Plus 2. J'ai ici un modifier plus 2. Fait que même si je roule 1, j'ai quand même un plus 2. Donc, là, j'ai roulé 2. Plus 2, je fais 4 de dommages. Fait que, mettons, j'attaque quelque chose. Là, ça, c'est mes points de vie. Mettons que ça serait les points de vie de quelque chose que j'attaquerais. Ça descend à 9. Ça devrait être super simple. Right? Il y a une autre chose qu'on doit parler. Puis ça, avant de toucher au point de vie de n'importe quoi dans D&D, tu dois passer à travers sa classe d'armure. La classe d'armure est ici. Ok, comment ça se passe? Ben, comme n'importe quoi, on va rouler pour passer à travers une classe d'armure. Mon D20, je vais rouler. Fait, mettons, j'essaie d'attaquer quelque chose, je veux passer à travers la classe d'armure, je roule, j'ai 16. J'ai attaqué avec mon javelin, 16 c'est en dessous de la classe d'armure, donc je touche pas à ces points de vie, donc je roule pas mes dés d'attaque. Ah, mais attends une minute. Vous avez peut-être remarqué, c'est quoi ces plus 5 là? C'est ça. Donc, j'ai roulé 16, mais j'ai pas vraiment 16. En fait, j'ai 16 plus mon attack modifier. Fait que là, en réalité, j'avais 16, j'ai 21. 21, je passe à travers 18 de classe d'armure. Là, je peux rouler mes dés d'attaque, puis là, je peux faire du dommage. Puis ça, à chaque fois que tu fais une attaque, faut que tu roules pour la classe d'armure. L'autre stat ici qu'on voit, c'est le déplacement que ton personnage peut faire un tour de combat. Fait que, mettons, il veut comme attaquer le gars qui est à l'autre bout, mais il y a une distance qu'il a de parcourir en un seul tour. Il peut pas, genre, rouler. Il peut pas aller à la vitesse de la lumière, puis comme, mettons, l'ennemi est vraiment, vraiment loin. Puis, on va parler aussi d'initiative. Donc, comme n'importe quoi dans D&D, tu as un modifier pour l'initiative. C'est quoi l'initiative? Ben, c'est jouer un jeu vidéo. Genre, parfois, il y a des jeux où est-ce que c'est chacun son tour, right?
Puis comment tu détermines qui commence? Ben, c'est avec l'initiative. Comme n'importe quoi, dans D&D, tu roules. Je roule un 18, j'ai été chanceux. J'ai roulé 18, mais j'ai un modifier d'initiative. Fait que j'ai 20 dans ce cas-là, plus 2. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça détermine l'ordre. Qui commence en premier. Right? Donc, à moins que quelqu'un ait plus que 20, ce qui pourrait arriver, probablement pas, c'est moi qui commence. À moins qu'on soit surpris. À moins que genre qu'on s'ait fait pris par surprise. Ça pourrait arriver. Et dans ce cas-là, tout le monde garde leur tour, genre leur ordre de tour, que ce soit les monstres, tout ça. Mais eux qui ont surpris, c'est dans le fond, ils ont comme un tour avant tout le monde. Puis là, je vais passer très vite autour de ça, mais ça, c'est comme un exemple de monstre que vous pouvez rencontrer. Donc, lui, ça, genre, dans le fond, le défi d'un monstre ici, dans le fond, c'est, par exemple, là, c'est 2. Ça veut dire que pour une équipe de 4 joueurs, niveau 2, c'est un challenge à peu près équivalent. Ça veut dire que, mettons, si j'ai 4 joueurs niveau 2, un centaure, il devrait être à peu près comme au même niveau de capacité de se battre. Puis, mettons, il a ses propres stats, lui. Dans le fond, il y a 12 d'armor class. Fait que, genre, à chaque fois que tu vas vouloir l'attaquer, tu vas devoir avoir plus que 12. Ses points de vie qui peuvent être, genre, qui sont en moyenne 45, mais qui peuvent être plus que ça, dépendamment si t'es randomisé ou pas. La distance qu'il peut parcourir un tour, ses attaques. Et, mettons, pour les attaques ici, dans le fond, lui aussi doit passer à travers ta classe d'armure. Puis, mettons, pour son pike, il y a plus 6. Puis, genre, tu dois être à 10 pieds de toi pour pouvoir t'attaquer. Et en moyenne, il frappe de 9, mais il pourrait frapper plus fort que ça, parce qu'en fait, lui aussi, il roule le dé. Mais en moyenne, il frappe de 9 pour cette attaque-là. Donc, autre que combat, ça va être du roleplay. Maintenant, moi, personnellement, je vais pas forcer mes joueurs de roleplay. Je pense que beaucoup de joueurs, beaucoup de DM fonctionnent de même. On va pas te forcer de roleplay. Par contre, le roleplaying, c'est le fun, puis ça contribue à une bonne ambiance. Et, mettons, tu veux me dire comme, genre, j'essaie de séduire un personnage pour avoir de l'information, peu importe. Ben, tu peux juste me dire ça, puis rouler. Moi, je vais déterminer mon chiffre, ok, mais 15. Si tu as plus que 15, tu vas être capable de séduire le personnage, puis tu vas être capable d'avoir l'information que tu veux. Par contre, si tu décides de le roleplay, puis mettons mon joueur, il sort ses meilleurs pick-up lines de Tinder, puis je suis comme, ouf, ça a du heat, ça, là, ouf. Mais je vais peut-être décider de descendre le chiffre. Le chiffre que j'ai choisi, je vais dire, ouais, ok, parce que le gars il met l'effort, puis aussi ça contribue à une bonne ambiance, fait que c'est juste logique, genre, pour moi, puis comme je dis, ça fait partie du fun du jeu, genre le roleplay, de descendre comment le chiffre, puis de donner un avantage pour encourager ce genre de comportement-là. Et pour des joueurs qui contribuent genre exceptionnellement à la séance, je peux aussi leur donner d'autres petits avantages comme ça. Mais comme je dis, je ne veux pas forcer n'importe qui à roleplay si vous n'êtes pas confortable. C'est correct. Mais pour le roleplay, by the way, comme j'ai mentionné tantôt, c'est n'importe quoi. Tu essaies de séduire un personnage, mais tu as une stat de séduction. Il me semble que tu avais une stat. Non, même pas. C'est. Oui, t'as-tu. Je pense pas. Ben, mettons intimider. Mettons tu essaies d'intimider un personnage. Ben, ça va être comme avec un test d'intimidation. Mais sinon, ça va être comme le charisme. Persuade. En fait, je pense que c'est. Peu importe. Bon. Maintenant, quelque chose qui a un petit peu rapport au roleplay au combat, ça va être dans le fond, comme tes traits et qu'est-ce que ton personnage a sur lui. Et, dans le fond, mettons, les talents ou genre les proficiencies qu'il a. Je suis un peu dans le chemin. Non, pas encore. Spoil mon meme.
Dans le fond, comme c'est un personnage, comme il parle d'une certaine langue, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Ben, dépendamment de quelle langue ton personnage parle, oui ou non. Euh, Sinon, genre, qu'est-ce que ton personnage porte sur lui? Combien de pièces d'or il y a? Comme ici, c'est 10 pièces d'or. Puis, est-ce qu'il y a, mettons, comme il peut avoir un avantage ici, là, c'est des notes, genre pour le player hand guide, mais sinon, vous pouvez juste l'écrire. Euh, Si vous voulez pas comment ouvrir le player hand guide à chaque fois, pour voir comment à la page 20, ben, c'est quoi déjà stone cutting, ça fait quoi? Je vous recommande, by the way, d'apprendre toutes vos attaques puis tous vos traits par cœur avant la séance, parce que sinon, à chaque partie, vous allez être comme oh, c'est quoi que je suis capable de faire déjà? Ça va oublier. Puis surtout si vous jouez avec un gros groupe, comme mettons plus que 5, ça va être long en Simonac, puis le monde va commencer à jouer avec leur sel, puis genre, ça va pas être une bonne expérience pour tout. Euh, fait que mettons comme exemple, est-ce que lui a du Dark Vision, parce que c'est un nain, puis les nains, ils passent tout leur temps dans les mines, ben, il va avoir du Dark Vision, puis il va être capable de voir dans le noirceur, des choses que genre des personnages qui n'ont pas de vision nocturne ne pourraient pas voir. Et là, mon meme spoilé de tantôt, parlons d'imagination. Comme j'ai dit, le Donjon Dragon, c'est tout en peau du roleplay. Et moi, en tant que Dungeon Master, je peux être convaincu. Je peux être convaincu de. Genre, si vous faites l'effort. Comme mettons, vous arrivez, puis comme, hey, mon personnage, comme, mettons, il a grandi comme dans un bar. Ça a du sens qu'il connaisse super bien la bière. Je ouais, c'est vrai que ça a du sens, ça. Puis genre, fait que ça aurait du sens comme que, mettons, j'essaie de persuader quelqu'un de quelque chose, puis genre, ma connaissance de bière, genre, est utile, ben, ça a du sens que, genre, j'ai un avantage sur, genre, ma tentative de le persuader. J'ai comme, ouais, ça se tient debout. Tu sais, je peux être convaincu. L'imagination, c'est notre seule limite. C'est ça la beauté de Donjon Dragon. C'est une histoire collaborative. Et moi, en tant que Dungeon Master, j'essaie que, genre, tout se tienne debout. Puis, des fois, je vais devoir dire non. J'ai pas le choix. Des fois, je suis comme non, ça n'a pas de sens. Arrête de niaiser. Mais, tu peux me persuader. Tu peux, genre, si je trouve que qu'est-ce que tu me dis, c'est la logique, je peux certainement le permettre. Et là, on va parler très brièvement que, comme je dis, l'imagination, c'est notre limite. Le genre de campagne que tu peux jouer, il n'y a pas de fin. Genre, même si la chose spécifique que tu veux, il n'y a personne qui l'a fait avant, tu peux le faire toi-même. Que ce soit comme. Puis, ben oui, il y a comme une version officielle de Dungeons Dragon de Rick and Morty, mais pas obligé d'être officiel. Genre, il y a du monde qui a fait des campagnes de genre Ruby, puis de Hunter x Hunter, genre de plein d'affaires. L'imagination, c'est notre limite. Puis vous allez voir que moi, j'ai intégré dans ma campagne des choses qui ne font pas partie du jeu à l'origine de Donjons Dragon, mais que je trouvais cool. Donc, moi, dans le Dungeon Master, j'ai décidé de l'intégrer. Donc, le genre de campagne, aussi on pourrait parler à quel point la campagne est sérieuse. Donc, il y a des campagnes qui peuvent être ultra pas sérieuses, parce que genre, tes personnages sont des caves qui décident de se battre contre le méchant en partant d'une compagnie de fromage, puis en essayant de le bankrupt, peu importe, en achetant son lair, son evil lair, tu sais, plein de conneries de même. Puis c'est cool, j'imagine que ça peut être super le fun comme style de campagne, certainement possible. Puis j'imagine que beaucoup de monde ont du succès et beaucoup de plaisir avec ça. Moi, pour ma première campagne, avec des nouveaux joueurs, je vais probablement aller beaucoup plus. En fait, je vous l'affirme, ma campagne et mon univers va être beaucoup plus sérieux, plus utile, comme vous pouvez imaginer Lord of the Rings. Puis ça veut pas dire que des choses drôles peuvent pas se passer. Ça veut juste dire que le monde va agir de manière plus réaliste, va agir de manière plus sérieuse. Comme les conneries que ton personnage essaie de faire, le monde ne va pas comme rentrer dedans. Le monde va agir comme dans le, genre les personnages dans l'univers vont agir comme si c'était le vrai univers. Euh, ils vont pas être des cartoon characters. Puis le genre de campagne, il y en a beaucoup que c'est quoi? C'est les forces du bien contre les forces du mal, les héros prodigés, genre, la prophétie qui viennent comme genre se battre contre le Dark Lord en noir. Ce qui est comme. Ah, ça a fait ses preuves, c'est classique. Et c'est
Par contre, pas la campagne que moi je vais rouler. C'est pas le genre de campagne que je vais rouler. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un gars un petit peu fucked up. Je préfère les campagnes plus dark, plus genre les mondes, les univers un petit peu beaucoup plus genre grimdark, du style Dark Souls, du style genre Warhammer 40k. Pour ceux qui connaissent de quoi je parle, ils se disent attends une minute, là, tu vas-tu tuer tes joueurs? Non, je vais me retenir. C'est plus comme une question genre l'ambiance, l'univers, à quel point est-ce que c'est un univers comme plus sombre, est-ce que c'est plus genre bright, ou est-ce que les héros sont genre shiny armor, tout ça. Ça va dépendre du setting. Puis, parlant du setting, on va parler des limites de vos personnages par rapport au setting aussi. La manière de ne pas voir vos personnages, c'est comme des action heroes des années comme 80 qui sont genre comme Rambo, qui sont capables de poigner leur double machine gun, puis genre battre contre 100 personnes, genre même pas break a sweat. Vous allez comprendre que vos personnages sont mortels. Et c'est une bonne chose, parce que sinon ce serait pas le fun. Genre, si vos personnages étaient capables de faire n'importe quoi comme ils voulaient, ça serait pas le fun. Et la meilleure façon de voir vos personnages, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont pas comme genre, des monstres instoppables, qui sont pas cool, qui sont pas genre forts, qui sont pas impressionnants, qui sont pas badass. Et comme l'exemple que j'aime prendre, c'est Hunter x Hunter. Comme dans Hunter x Hunter, les personnages principaux sont, sont quand même cool, sont quand même badass, sont quand même forts, puis les gens sont impressionnés. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent se battre head-on contre n'importe quoi qu'ils rencontrent. Ils vont rencontrer des menaces, des choses qui vont pas être capables de go head first et sortir genre victorieux. Ils vont devoir comme prendre des raccourcis, ils vont devoir jouer intelligemment. Et ça veut pas dire qu'ils n'ont pas nécessairement le potentiel d'éventuellement, comme on voit dans l'image, devenir comme les big badass de leur univers. Mais quand ta campagne commence, surtout, ton personnage va probablement pas être le end-all be-all badass comme que tu veux qu'il soit. Mais c'est correct. C'est un journey. Et comme je dis, ça veut pas dire qu'il peut pas être badass dans sa propre façon. Et parlant de pas être badass, puis genre des limites de vos personnages, euh, Darkest Dungeon, c'est un de mes jeux vidéo préférés. Et une des choses qui le rend vraiment, vraiment cool, c'est que, bien sûr, des personnages peuvent crever, mais ils peuvent aussi avoir des mental breakdowns. Dans le fond, tu n'as pas juste les points de vie, tu as aussi euh, la santé mentale de ton personnage. Genre, si ton personnage, genre, il y a trop de stress mental, il peut avoir genre, un legit mental breakdown. Et il y a quelqu'un en ligne qui a fait comme dans le fond, qui a intégré les règles, le mécanique genre, du stress dans genre Donjon Dragon avec des règlements. Puis j'ai décidé de prendre ma campagne parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis j'adore ces mécaniques-là dans le jeu vidéo. Et je pense que ça va contribuer à l'ambiance que j'essaie de créer pour ma campagne. Euh, donc, comment ça fonctionne? Essentiellement, tu as l'inverse d'un point de vie. À la place de commencer à un certain chiffre, tu commences à zéro. Et quand tu frappes 200, comme on voit ici, le breaking point, ton personnage est essentiellement mort. Il y a eu un mental breakdown, genre style comme personnage de Lovecraft qui devient complètement fou, puis genre, son esprit est complètement brisé, puis il peut pas revenir. Et avant ça, tu peux gagner des afflictions. Puis ça, je vais y revenir. Dans le fond, comme quand il frappe 100, quand il frappe 150, quand il frappe 175, il va gagner des afflictions, puis comme je dis, je vais revenir. Mais comment est-ce que tu gagnes du stress? Ben, tu gagnes du stress quand quelque chose de stressant arrive. Que ce soit un monstre qui se présente devant toi, ou genre un ennemi, genre il donne un beau coup de crochet dans la face de ton ami, puis genre ton ami drop. Ça, c'est du stress. Et à chaque fois qu'il y a un événement stressant, que ce soit un petit stress ou un grand stress, je vais vous demander de rouler. Et dépendamment également de la condition de ton personnage. Comme mettons, ton personnage, mettons, il est blessé, ou mettons, il est en noirceur puis il voit rien, il est inconfortable à cause de la température, il a faim, en fait, peut-être même il est déshydraté, il est en train de mourir de faim, ben, le stress va être amplifié. Fait que le stress de ton personnage peut monter beaucoup, beaucoup plus vite.
et il peut atteindre son breaking point. Puis il y a des façons, bien sûr, de réduire le stress, comme mettons avoir des événements, genre un mois de repos, ça peut comme enlever du stress, des choses de même. Et là, on va parler de flexion. Donc, comme dans le jeu Darkest Dungeon, quand ton personnage frappe un certain threshold de stress, son caractère, sa personne va être testé. Et il pourrait, genre, surmonter l'adversité, ou il pourrait, comme, développer un trait négatif. Il pourrait être traumatisé d'une certaine façon. Et ce traumatisme pourrait venir de bien différentes façons. Mettons, là je vais revenir à mon exemple d'Hunter x Hunter. Mettons, il pourrait devenir genre abusive. Il pourrait genre commencer comme à se frustrer avec ses alliés, puis genre commencer à leur crier après comme vous êtes des bons à rien, genre vous comprenez pas. Ou il pourrait comme développer un traumatisme, comme genre il a peur. Puis ça peut affecter le roleplay et le jeu. Et au final, je pense que c'est ça que dans le fond, que j'essaie de communiquer. C'est que mon univers à moi, et l'univers de BDM, c'est la façon de voir, c'est pas comme les dernières saisons de Game of Thrones. C'est de le voir comme Early Game of Thrones ou les livres. Essentiellement, si vos personnages agissent de manière intelligente, ils vont probablement survivre. S'ils agissent de manière vraiment cave, ils vont probablement crever. C'est aussi simple que ça. Et là, ça nous apporte à la mort. La mort d'un personnage. La mort, c'est jamais le fun. Qu'est-ce qui se passe quand ton personnage meurt? Ton personnage, il est mort. Il peut pas revenir. Il y a des façons techniquement de revenir si t'as comme un necromancer qui peut ramener à la vie ton boy. Mais si à l'exception de ce cas-là, comme ton gars est mort. Puis ça veut dire que il peut pas vraiment revenir. Ça, c'est triste parce que t'as peut-être mis de l'effort ou t'as peut-être mis beaucoup de temps à écrire ton personnage. Mais c'est un petit peu essentiel puis inévitable. Parce que sinon, si tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait puis il pouvait pas crever, ce serait plate parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de conséquences permanentes. Puis tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour vraiment que ce soit plaisant comme expérience. Et comment tu meurs? Tes points de vie atteignent 0 ou ton stress atteint 200 dans ma campagne spéciale. Et là, tu roules. Puis, dans le fond, tu as 3 strikes. Positif et négatif. Dans le fond, 3 strikes vers la vie, 3 strikes vers la mort. Dans le fond, tu as besoin de rouler 3 fois au-dessus de 10 pour que ton personnage, dans le fond, sa condition se stabilise. Il est peut-être quand même comme super blessé puis immobilisé, mais au moins il n'est pas en train de mourir. Et si tu roules 3 fois en dessous de 10, il est mort. Et that's the end of it. Si tu roules un 1, tu as 2 strikes. Genre, tout de suite. À la place de juste compter pour un strike, c'est 2 strikes négatifs. Si tu roules un 20, ton personnage est ressuscité avec un point de vie. Il peut être encore comme sur le bord de la mort, mais il va être ressuscité. Excuse-moi, il peut être comme super blessé, mais genre, il va pas être sur le bord de la mort. Et là, on va parler de comment est-ce que je vous recommande de jouer. Puis la façon de pas jouer, mais dans le fond, pour eux qui ont écouté, dans le fond, qui connaissent ces images-là, puis qui savent exactement où est-ce que je m'en vais, ça c'est un anime qui s'appelle Goblin Slayer. Et l'anime, il est correct, mais qu'est-ce que j'aimerais comme accentuer, c'est comment est-ce que le main character de Goblin Slayer est. Comment est-ce qu'il se comporte. Goblin Slayer, c'est un anime de fantasy, avec des elfes, tout ça, puis bien sûr des gobelins. Et notre personnage titular, qui est le Goblin Slayer ici, dans le fond, il est pas super fort. Il est pas un super intelligent. C'est pas un 200 IQ badass. C'est pas un gars de 500 livres. C'est un gars quand même normal. Le gars, il est correct. Mais
il est très resourceful. Il est très genre, même s'il n'est pas super intelligent, il, il agit de manière intelligente. Genre, il prend tout ce qu'il a, toutes ses connaissances, tous ses acquis, il joue prudemment, puis il fait l'inverse de eux ici à notre gauche. Dans le premier épisode de Goblin Slayer, ces personnages-là, dans le fond, pour introduire à l'histoire, sont des aventuriers, comme vous, et dépendamment de votre campagne, mais probablement. Euh, et ils sont comme des gobelins. Ok, on va aller clearer une petite grotte de gobelins. Là, ça va être facile. Sont poches, sont faibles. Puis c'est vrai, sont poches, sont faibles, les gobelins. Puis genre, t'es prends pas au sérieux, tout ça. Puis, mais là, tu sais, genre, tu joues pas intelligemment. Puis genre, tu checkes pas où est-ce que tu t'en vas. Tu checkes pas où est-ce que les choses sont alentour de toi. Tu checkes pas, genre, la grotte alentour de toi. Tu réalises pas, hey, y a-tu un passage là? Ah, on s'est-tu espionné puis tantôt? Puis genre, ces personnes-là, ils jouent pas le jeu de manière intelligente et ils se font littéralement violer et tuer par les gobelins. Tandis que le Goblin Slayer ici, il y a genre, le monde rit de lui parce qu'il a une armure de marde, mais son armure de marde est genre, dans le fond, est comme côté comme de l'odeur des gobelins. Fait que les gobelins sont pas capables de les sentir. Toutes les affaires de même. Toutes les affaires de même qui fait qu'il joue très intelligemment. Il est pas nécessairement super fort. Juste, il joue de manière intelligente. Il est resourceful. Genre, il check comment les choses sont autour de lui. Il fait des pièges, tout ça. Puis c'est de même que vos personnages vont survivre. Puis c'est de même que je vous recommande de jouer. Bon, d'être intelligent, de checker le monde autour de vous. Hein? Ouais, puis dans le fond, le gobelin. Si on parle de gobelin, 3 secondes. Même un gobelin. Moi, je pense que le gobelin, c'est comme. C'est une bonne. C'est un good clue. C'est une bonne indice sur comment tu roules ton univers. Et je pense que ça va être comme la dernière chose que je vous laisse avec, comme sur mon univers. Euh, à quoi s'attendre. Il y a plusieurs façons de faire un gobelin. Il y a la façon Tolkien, qui est très comme raciste. Des fois, on oublie que Tolkien est comme un homme de son ère. Tu vois, l'habit mongol. Puis il y a un petit peu comme genre World of Warcraft, parce que les gobelins sont essentiellement pratiquement comme des humains, genre très peu de différence. Et t'as des affaires comme Warhammer, genre ici, où est-ce qu'ils sont. Les gobelins sont juste des parodies, où est-ce qu'ils ils veulent juste se battre, puis genre ils ont du plaisir à se battre, puis genre ils sont toujours en train d'avoir du fun. Puis moi, mes gobelins, et je pense que ça va vous donner un indice de comment mon univers est. Puis j'essaie d'introduire beaucoup de nuances. Sont pas comme des monstres comme dans Warhammer ou genre avec Tolkien, mais sont pas exactement comme des humains. Et ça va être ça l'affaire à garder en tête. C'est qu'ils sont pas genre à 100% comme des humains. Ça veut pas dire qu'ils peuvent être pas gentils, c'est pas dire qu'ils peuvent être méchants, mais si tes élèves exactement comme genre t'élèverais un humain, ils vont pas être comme des sauvages, mais genre ça veut pas dire que tout le monde est pareil. Je pense que c'est ça que je veux dire. Puis c'est ça vraiment juste à introduire. C'est vraiment la nuance. Chaque chose a ses conséquences. Chaque chose sont pas aussi clean cut, pas aussi genre binaire qu'il serait autrement. Et finalement, je vais finir avec mes attentes pour ma campagne et les attentes que peut-être votre DM va avoir pour sa campagne. Moi, je suis un petit peu le stéréotype du premier DM qui a passé une éternité, tellement d'efforts et de temps ridicule, insensé à builder ma campagne, qui inclut cette vidéo, mais qui inclut aussi beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas dans cette vidéo-là. Ouais. Moi, dans le fond, la seule affaire que je vais demander, ça va être une question de respect. Respect pour votre DM, respect pour le temps qu'il a mis et l'effort qu'il a mis dans sa campagne, et respect pour les autres joueurs. Même si vous finissez par pas aimer ça, même finalement comme ouais, non, finalement j'aime pas ça, genre de Ninja Dragon. Essayez au moins d'avoir le respect. Faites votre mieux comme pour roleplay, puis essayez genre de donner comme your best shot. Pour essayer de rendre ça la meilleure expérience que c'est capable d'être. Comme je dis, ayez du respect pour votre DM, ayez du respect pour les autres joueurs. Ça devrait bien aller.